Bonjour et bienvenue à cette nouvelle plénière du Salon Stratégie Client 2016. Je suis très heureux d'accueillir 3 invités pour le thème de l'expérience client en mobilité. Cette conférence plénière est sponsorisée par Interactive Intelligence que vous pouvez retrouver sur ce salon. Je vous invite à poser toutes vos questions pendant l'heure de débat au numéro qui s'affiche sur les écrans de part et d'autre de la scène, par SMS ou par un hashtag sur Twitter. Toutes les questions vont s'afficher sur cette petite tablette et je poserai soit pendant le cours de la conférence ou à la fin de celle-ci les questions aux personnes qui se trouvent à mes côtés. Alors, parlons d'expérience client en mobilité. Mon nom est Thierry Spencer. Je suis auteur du blog sensduclient.com, partenaire de cet événement, organisateur des plénières. Alors, j'ai à côté de moi Annabelle Jacquier, qui est directrice culture service de McDonald's, Thomas Vallot, qui est directeur de la relation client de JC Deco Cyclocity, et Pierre Villeneuve, qui est Chief Customer Officer, directeur de la relation client, on pourrait dire en français, en suédois, je ne sais pas le dire, mais vous pourrez peut-être m'aider, donc de la célèbre enseigne Ikea. Alors je vais tout de suite me tourner vers Annabelle Jacquier. Vous êtes donc directrice culture service de McDonald's France. Alors on a 3 enseignes, 3 entreprises très connues, avec un thème assez paradoxal, comme vous pouvez l'imaginer, mais chacun a une approche différente. Alors donc, Annabelle Jacquier, est-ce que vous pourriez nous présenter McDonald's en France en quelques mots, nombre de collaborateurs, de restaurants, remettre peut-être à jour nos propres informations sur votre enseigne? Oui, alors je crois que tout le monde connaît bien McDo. Quelques chiffres quand même. C'est plus de 1280 restaurants qui sont partout sur le territoire français, qui sont opérés par des franchisés. On a 320 franchisés qui opèrent 80% des restaurants, donc une entreprise en réseau. On a 72 000 collaborateurs sous enseigne et peut-être la particularité qui nous intéresse aussi quand on parle de relations clients et donc aussi de management, c'est qu'on est le premier recruteur de jeunes en France, pour qui souvent c'est le premier contact avec le monde de l'entreprise, le premier emploi. On est présent depuis 1979 en France, donc plutôt assez bien établi. Mais au-delà des chiffres, ce qui est, je crois, assez intéressant, ce qui nous caractérise, c'est une innovation continue. De fait, quand McDo est venu s'installer en France, c'était sans doute le pays où il y avait le challenge le plus important, pays de la gastronomie, du rituel, du repas, etc. Donc autant dire qu'on venait avec une proposition un peu disruptive. Et que du coup, on a eu une première phase d'adaptation, d'intégration, de modifier le modèle pour qu'il s'adapte réellement aux attentes des Français. On a modifié le design des restaurants, on a étoffé l'offre avec différents pains, différents fromages, etc. Est venue ensuite une autre phase de contribution d'un point de vue économique, d'un point de vue emploi, sur des grands sujets qui sont la nutrition, la qualité, etc. Et puis on rentre maintenant dans une nouvelle phase, comme beaucoup d'enseignes, qui est la phase, on va dire, de la personnalisation de l'expérience. Et ça, on y reviendra tout à l'heure, mais ça touche de nombreux aspects de notre métier. Merci. Thomas Vallot, vous êtes directeur de la relation client de JC Deco Cyclocity. Vous avez même été élu service client de l'année, n'est-ce pas? Donc, toutes mes félicitations. Alors, présentez-nous. On connaît peut-être davantage les marques qui sont utilisées par les clients tous les jours, mais parlez-nous de JC Deco et de Cyclocity. Alors, JC Deco est le numéro 1 mondial de la communication extérieure. Donc, on est présent dans 70 pays dans le monde, sur les 4 continents. On exploite 1 200 000 faces publicitaires. C'est plusieurs, je crois que c'est 500 millions d'audiences quotidiennes à travers le monde. Et depuis 2001, on exploite le système de vélo, le vélo en libre service, connu en France sous les marques Vélib à Paris, qu'on a installé en 2007, ou sous la marque Vélove à Lyon, qu'on a installé en 2005. Et aujourd'hui, le vélo libre-service, donc on exploite pour JC Deco sous la marque Cyclocity au sens large, c'est 2 vélos loués chaque seconde, c'est plus de 500 millions de trajets déjà réalisés sur nos vélos, et c'est à peu près 600 000 usagers annuels et plusieurs millions d'utilisateurs occasionnels qui ne s'inscrivent pas forcément au service, qui viennent plutôt faire du vélo de façon occasionnelle dans la capitale.
Merci pour cette introduction. Vous êtes un vrai acteur de la mobilité. Alors Pierre Villeneuve, quant à vous, chez IKEA, vous avez aussi, on aura l'occasion d'en parler, hein, de nombreuses initiatives dans ce domaine. Mais redites-nous un peu, qu'est-ce que c'est IKEA en France? Alors en français, hein, pardon, je vous ai taquiné avec le suédois, mais en français. Alors déjà, IKEA en France, donc c'est une présence depuis 31 ans maintenant. Donc c'est une entreprise qui a été fondée par Ingvar Kamprad, qui a donc célébré ses 90 ans le mois dernier. IKEA France, c'est le 3e marché pour IKEA, derrière l'Allemagne et les US. Donc c'est 9000 articles que nous proposons à nos clients au travers de donc, 10 000 collaborateurs, 32 magasins physiques, plus un magasin digital, le e-commerce, et donc un centre de relations clients quand nous opérons nous-mêmes en France, avec 300 collaborateurs. Donc en nombre d'interactions avec les clients, donc c'est 190 millions d'interactions avec nos clients, dont 1,4 million d'appels, de contacts reçus dans notre centre de relations clients. Et un petit peu, comme l'a dit Annabelle également, donc 30 ans de présence, on a un peu, enfin on n'a pas un peu, on a révolutionné l'expérience client, en tout cas en magasin de meubles à l'époque. Mais l'expérience client, on verra, et ne commence pas à la porte du magasin et ne finit pas à la porte du magasin. Exactement, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors Annabelle Jacquier, vous avez un long parcours chez McDonald's France, vous avez été à la tête de nombreuses initiatives et d'innovation en tout cas, et vous êtes depuis un an directrice culture service. Alors on en parlait dans nos échanges avant cette table ronde, on rencontre souvent des directeurs de la relation client, mais jamais de directeurs, et encore moins peut-être, de directrice culture service. Alors qu'est-ce que signifie cette fonction, votre périmètre, et quel est ce projet Culture Service en quelques mots? Alors c'est vrai que directrice Culture Service peut paraître un peu paradoxal dans une entreprise où le service en fait partie de nos gènes depuis toujours. Moi quand je suis arrivée chez McDo il y a 14 ans déjà, j'ai appris 3 lettres. À mon premier jour, ces 3 lettres, c'est le QSP. Qualité, service, propreté. C'est ce que chaque équipier va apprendre aussi et c'est ce qui pilote, on va dire, notre performance. C'est un critère qu'on suit au quotidien. Donc quand on a service inscrit comme ça dans ses gènes, on pourrait se dire à quoi bon avoir une direction culture service puisque le service fait partie de nos gènes. Sauf que on sait bien tous ici présents qu'il y a service et service. Et c'est vrai que nous, alors que le client a toujours été au centre, eh bien, on s'est peut-être un petit peu éloigné de ce centre-là, sans jamais vraiment le perdre de vue, mais disons qu'on n'était pas réellement concentré sur ce centre-là. Les raisons, elles sont assez simples. Beaucoup d'enseignes les connaissent. Première raison, c'est qu'on a grandi. On a à peu près le même âge en France, Ikea et McDo. Eh ben, on a grandi, on a accueilli de plus en plus de monde. Et donc, un client est devenu des clients, et puis c'est devenu ensuite un flux de clients. Et c'est vrai que quand on sert 1,2 million de clients chaque jour, c'est pas si facile que ça de faire en sorte qu'il ait une relation très personnelle. Et puis, c'est plus récent, mais maintenant ça fait réellement partie de la réalité du commerce, on a digitalisé énormément, de façon assez efficace, il faut le dire, de façon assez progressive, ça fait réellement partie des usages, mais en digitalisant, eh bien, il faut trouver le bon équilibre de l'humain et de la relation, et ça fait partie des enjeux qui sont là aujourd'hui. Et on sait bien que c'est justement sur la relation aujourd'hui que la différence se fait. Donc moi, mon boulot à moi, c'est de faire en sorte de remettre la relation, le client, le service et donc aussi le collaborateur au centre. Et ce qui est, je crois, très intéressant, et du coup dans un panel comme ça, on le ressent bien, c'est qu'aujourd'hui les standards ne sont pas uniques sur un secteur, ils voyagent. Que d'une certaine façon, la simplicité du parcours client chez IKEA nous oblige, que la qualité, on en parlait tout à l'heure, de la relation en magasin chez Nespresso nous oblige, que le côté très expert et très authentique d'un vendeur chez Apple nous oblige. Alors ça nous oblige et puis ça nous inspire en même temps. Donc voilà, c'est ça mon boulot à moi, c'est de remettre au centre, le client, le service, en s'inspirant et de tous ces nouveaux standards, de toutes ces nouvelles innovations qui peuvent émerger et qu'on peut faire nôtres. À propos de missions et de périmètre, Thomas Vallot chez JC Deco Cyclocity, en fait la relation client B2C, qui est un peu votre titre, est pas naturelle chez vous parce qu'en fait, dans votre groupe, qui est d'abord un opérateur B2B.
en fait. Et comment est-ce que vous avez construit la direction de la relation client chez un opérateur B2B? Oui, clairement, vous avez raison. Autant vous dire d'ailleurs qu'on n'avait même pas envisagé nous-mêmes de mettre en place un service client B2C lorsqu'on a installé Velov en 2005, mais que la réalité nous a rattrapés, que très rapidement notre standard téléphonique du siège social de Deco a été pris d'assaut parce que le succès étant là, au rendez-vous, et l'innovation majeure du vélo service lançant beaucoup de questions, d'interrogations de la part des utilisateurs, ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de demandes. Et on a mis en place vraiment du jour au lendemain finalement un genre de standard téléphonique amélioré qui s'est transformé en call center, qui s'est transformé ensuite avec Vélib en 2007 en service client, enfin service usager, service client, qui est aujourd'hui un centre de relations clients multicanal qui est basé pour une part à Paris et une autre part à Lyon dans nos ateliers, dans le cœur de métier de JC Deco. Et le choix a été fait assez vite par notre président directeur général Jean-Charles Decaux d'internaliser cette activité. Je pense que s'il ne l'avait pas fait dès le début, on n'en serait pas là aujourd'hui, honnêtement, en termes d'évolution du système. Que écouter les utilisateurs aujourd'hui, c'est une priorité pour nous. Et clairement, on est en train de passer une nouvelle étape dans l'innovation de la conception de nos services destinés aux collectivités, en nous appuyant essentiellement maintenant sur les utilisateurs eux-mêmes. Ce qui est nouveau aussi, ce qui est un peu une révolution aussi culturelle chez JC Deco, c'est de concevoir les produits avec les utilisateurs et non plus seulement avec les collectivités. Ça, on rentrera dans le détail tout à l'heure sur vos initiatives. Alors Pierre Villeneuve, pour rentrer dans le sujet, parlez aussi de vos missions et en guise d'introduction, parlez-nous de la vision de l'enseigne Ikea, de ce que vous appelez les 3 piliers, si je ne m'abuse. Et on va voir qu'il y a une résonance par rapport à notre thème de la mobilité. Quels sont ces 3 piliers ? Bon, alors, je parlerai d'abord de la vision de IKEA, qui est la vision du fondateur. Donc, il a créé son entreprise avec une vision qui est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Donc, la vraie expertise de IKEA, celle qu'on travaille et qu'on entretient depuis plus de 70 ans maintenant, c'est vraiment d'être les spécialistes, les experts de la manière dont vous, les clients, les consommateurs, vivez dans vos habitats. Donc effectivement, aujourd'hui, comme solution, on vend des meubles, de l'électroménager, des télévisions, des services de base comme l'installation de cuisine, la livraison, le montage de meubles. On commence à vendre des panneaux solaires au UK, donc on est sur l'environnement de la maison. Et donc pour améliorer ce quotidien, effectivement, on se doit d'offrir une expérience client qui soit unique, qui soit fluide, qui soit sans rupture. Donc moi j'ai commencé il y a 30 ans chez IKEA en France, à l'époque où il y avait 3 magasins. Donc les clients à l'époque que nous côtoyions, qui venaient faisaient 300 km, découvraient que le produit n'était pas en stock. Le délai de livraison à cette époque était de 3 mois. Donc effectivement, aujourd'hui, pour reprendre ce que tu as dit, les attentes des clients ont considérablement évolué. Donc les clients, ils sont multicanaux, hein, c'est eux qui sont multicanaux, donc c'est nous qui le devenons par la force des choses. Et qu'est-ce qui les accompagne au travers de tous ces canaux? Ce sont leurs mobiles, leurs téléphones. Donc c'est pour ça que le mobile, le téléphone, c'est vraiment l'élément central de notre stratégie, donc, qui s'articule autour de ces fameux 3 piliers, qui est donc l'accessibilité. Donc aujourd'hui, parmi les 190 millions d'interactions, 30 millions d'interactions le sont au travers du smartphone. Donc c'est également la facilité en magasin, donc facilité, simplicité, mais ce qui donne aussi l'autonomie, la liberté à nos clients dans nos points de vente. Et le dernier pilier, c'est la proximité, l'intimité, la complicité qu'on peut avoir avec nos clients, donc tout au long de ces parcours qui sont maintenant multiples. Donc c'est le client en mobilité, on le retrouve effectivement, c'est le même client qui a son parcours au travers de ces différentes marques ou enseignes. Et chez McDonald's, la proximité avec vos clients et leur autonomie s'est accrue avec le temps, les outils digitaux qu'on a vu fleurir ces dernières années. Alors on peut parler effectivement des bornes dans les restaurants il y a 10 ans, l'application mobile. Parlez-nous de cette évolution des outils au service d'un client mobile.
Bon, déjà, ça commence bien avant les bornes, bien avant la commande en ligne. Ça commence au tout début, à la naissance, c'est-à-dire que le premier restaurant McDonald's qui a ouvert dans le monde en 1955, il avait un drive. Et ça, c'était une première expérience de mobilité, c'est-à-dire pour venir effectivement chercher son repas sans forcément avoir à descendre de sa voiture. Alors le drive, c'est un concept très très connu aux États-Unis, mais en France, quand nous on est arrivé en 79, qu'on a ouvert nos premiers drives, ça détonnait à l'époque. C'était un concept vraiment vraiment novateur. Qui a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, ça fait 50% de nos ventes, que la grande majorité de nos restaurants ouvrent en drive, mais qui, depuis, là aussi, a voyagé. Hein. Le drive est devenu un standard. On voit bien l'ensemble de la grande distribution maintenant fonctionne en drive. Il y a même des fleuristes drive, il y a des boulangers drive, il y a des pharmacies drive. Enfin, on s'est amusé à faire le panorama du business drive et honnêtement, ça nous dépasse. Et c'est tant mieux, on a démocratisé ce concept. Alors c'est vrai que la mobilité, on l'a au fil de l'eau enrichi. On l'a enrichi en restaurant d'abord avec le lancement des kiosques ou des bornes. Hein, vous savez, c'est là où vous pouvez taper votre commande. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et qui montre le côté collaboratif des meilleures idées, c'est que cette idée-là, c'est pas moi ou quelqu'un au siège qui l'a eu, c'est un franchisé qui, dans son restaurant, à un moment s'est dit pourquoi forcément tous mes clients devraient venir en caisse. Peut-être que certains préféreraient commander à une borne. Et donc, je vais offrir d'autres moyens de commande. De cette innovation, soit dit en passant, qui au départ ne visait qu'à ça, qu'à fluidifier, on va dire, la prise de commande, c'est sur cette innovation qu'aujourd'hui on bâtit nos nouvelles innovations. C'est grâce à la borne qu'on peut aujourd'hui proposer du service à table. Et c'est le service à table qui se généralise dans l'ensemble de nos restaurants. C'est grâce à la borne qu'on peut, et qu'on pourra demain dans la plupart de nos restaurants, personnaliser son sandwich. La mobilité, on l'a aussi enrichi sur le moyen de prise de commande en amont du restaurant, parce qu'effectivement, l'expérience ne commence pas dans le restaurant, et ça a été la création de l'application McDonald's, de la commande en ligne, aujourd'hui qui a été lancée en 2013. Le kiosque, c'était 2004, hein, donc il y a plus de 10 ans. Et en 2013, commande en ligne, on a 3,5 millions de comptes, alors qu'il n'y a même pas de fidélisation, c'est juste pour pouvoir commander. Donc on se rend bien compte effectivement que la mobilité s'enrichit au fur et à mesure de la technologie, au fur et à mesure des innovations qu'on peut percevoir, on en bâtit les unes sur les autres. Moi, ce qui me semble très très intéressant, c'est effectivement cette notion de simplicité, c'est-à-dire que le client est multicanal, c'est vrai, mais n'empêche qu'on a tous vécu des expériences multicanales qui sont des vrais cauchemars, où finalement on en revient à se dire j'aimerais tellement pouvoir commander à une personne juste le produit que je veux et le récupérer tout de suite. Donc je crois que tout l'enjeu aujourd'hui, il est effectivement d'offrir le champ des possibles et que ce soit transparent, c'est-à-dire que les serveurs, les câbles, etc., les différents logiciels, pour un client comme pour un collaborateur, ça doit être totalement neutre. Et ce n'est pas toujours le cas. Si on se penche sur le passé, Thomas Vallot, vous n'êtes pas en fait Internet natif, si je puis dire, puisqu'en fait, vous avez lancé votre offre de mobilité il y a plus de 10 ans, alors que l'usage d'Internet n'était pas si important qu'aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que Internet a apporté à votre offre de mobilité ? En 2005, quand on a lancé Velov, effectivement, on en était encore à l'ère du WAP. Rapprochez bien le micro de... ça marche. Ok. Quand nous avons installé Velov en 2005 sur Lyon, le digital n'existait pas, la 3G n'existait pas, et nous avions pour autant créé quand même un petit site WAP qui ne fonctionnait pas. Mais... Tout le monde se souvient du WAP? Non, pas forcément. Alors, enfin, RIP WAP, on pourrait dire. Et donc nous avions notre site mobile WAP. Bon, ce n'est pas suffisant, on ne comptait pas d'ailleurs sur ça pour développer l'usage du service. Et ce qui a fait le succès du Velov et du Vélib, parce que je rappelle que Vélib est né en 2007, l'iPhone n'était pas encore sorti. Donc on n'en était pas encore à l'explosion du smartphone tactile, digital, etc. Donc même l'offre de Vélib n'a pas été construite sur une offre digitale. Et le succès pour autant de nos systèmes est lié à la possibilité, depuis une borne interactive, intelligente et tactile malgré tout, pas aussi tactile que votre smartphone aujourd'hui, mais tactile à l'époque, c'était quand même déjà une révolution innovante. C'était la possibilité laissée aux utilisateurs de tester le système depuis une borne, donc depuis dans la rue, et d'accéder au service en 2 minutes seulement, sans abonnement.
Et ce qui fait vraiment le succès de nos services, c'est cette capacité, cette simplification du parcours d'abonnement directement dans la rue, sans formalité particulière, et ce qui a permis de développer l'usage. Et je vais dire aussi que la mise en place d'un système de vélo à vos services dope l'usage du vélo en règle générale et transforme aussi les usages de la mobilité dans la ville. On s'est fait dépasser par le digital. Évidemment, en 2013, on a fait de nouveaux choix. Enfin, entre 2011 et 2013, on a pris un nouveau virage par rapport au digital. Le premier, c'est 2011. On a dématérialisé l'ensemble des parcours d'abonnement annuels qui se faisaient jusqu'à présent par courrier, parce qu'on était encore à l'époque du courrier et du timbre. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, honnêtement. Ce qui a dopé à nouveau l'usage, en tout cas la souscription d'abonnement annuel à nos services. On est passé de 3 semaines de délai de souscription à l'époque du papier à l'immédiateté sur Internet. Quand je dis immédiateté, vous allez sur Internet en 3 clics, 5 minutes max, une fois que vous avez lu les conditions générales d'accès et d'utilisation au service qui font 10 pages. Vous accédez au service et vous avez même une carte d'abonnement temporaire qui vous permet d'aller tout de suite sur la station pour prendre votre vélo. Donc, ce qui est vraiment une innovation qu'on a mis en place dès 2011. 2013, ce qu'on a fait pour enrichir encore l'écosystème du service vélo en s'appuyant sur le digital, mais sans développer nous-mêmes de nouvelles solutions par rapport à notre offre qui n'était pas basée sur la digitalisation. On a fait l'open data. Alors je crois que c'est une question peut-être. On y viendra après. On y viendra juste après. Oui. Alors Pierre Villeneuve, vous avez une formule que j'adore, toujours à propos de parcours client. Vous dites que le parcours client va, selon vos termes, de la maison à la maison. Et donc, comment est-ce que les terminaux mobiles, enfin naturellement, ils s'inscrivent dans ce parcours de la maison à la maison? Alors je dirais que ce n'est pas que de la maison à la maison, c'est de la maison, mais ça peut être du bureau, ça peut être aussi chez vos amis quand vous découvrez un intérieur ou des accessoires de décoration qui vous plaisent plus. Donc effectivement, ça commence du moment où vous avez l'envie, le besoin de changer d'intérieur, de changer de canapé, de changer de cuisine, jusqu'au moment où, à la maison, vous en avez assez de cette solution et vous souhaitez en adopter une nouvelle. Donc effectivement, ça commence lorsque l'envie, le besoin naît dans votre esprit de l'application catalogue. Donc une application avec de la réalité virtuelle. Assez simple, hein. Vous posez votre catalogue, vous avez une bibliothèque d'objets. Donc en prenant la photo de votre intérieur, vous arrivez à positionner l'objet désiré à l'endroit où est le catalogue. Donc c'est vraiment l'interaction entre le catalogue papier et le digital, en tout cas l'application. Mais c'est aussi nos clients qui préparent leur achat avant de venir. Donc il faut le savoir que chaque mois, on a 5 millions de vérifications de la disponibilité de nos articles donc, en ligne, donc via PC, mais aussi et principalement via tablette et téléphone. C'est 300 000 clients qui font leur liste d'achat avant d'arriver dans nos magasins et qui la retrouvent automatiquement. Il suffit qu'ils la demandent aux vendeurs. C'est aussi une solution de M-paiement. Donc on a quelques clients qui arrivent à commander et payer une cuisine via leur smartphone, ça relève un peu de l'exploit. Il y a des gens qui payent leur cuisine avec leur smartphone. Oui, ça en a quelques-uns. Des bêta-testeurs ou des non. Voilà, des innovateurs. Donc c'est aussi pendant le parcours client en magasin, puisque votre liste d'achat, l'intérêt, ça vous donne le circuit de picking en anglais, enfin en tout cas de collecte des produits, articulés dans l'ordre du poids de vos articles, pour éviter de mettre l'article le moins lourd en bas de votre chariot et l'article le plus lourd au-dessus, ou selon le parcours le plus efficace. Donc c'est vraiment un facilitateur lors de votre achat en magasin. Mais c'est également effectivement après l'achat, puisque les clients nous contactent de plus en plus via Twitter ou Facebook, nous envoient des photos, donc on partage leur vie. Donc on voit l'usage du mobile, c'est vraiment de la maison jusqu'à la maison, et le mobile, et c'est le parti pris qu'on a fait, puisqu'on n'avait pas tellement de bornes développées. Le parti pris, c'est que c'est le client qui a sa borne, son téléphone, et on va lui mettre toutes nos fonctionnalités dans son téléphone pour vraiment lui faciliter, lui simplifier son parcours ou ses parcours. Oui, c'est une forme de télécommande de son parcours client, aussi bien avant l'entrée du magasin, jusque dans le magasin qui lui-même est un parcours. Enfin, on connaît votre parcours.
Alors, il y a une fonctionnalité, vous avez le plan du magasin dans l'application IKEA Store et bientôt ce sera une géolocalisation indoor. Donc, vous pourrez faire le parcours le plus court, le parcours touristique, entre guillemets, le parcours suédois, si on peut dire, etc., etc. On pourra customiser son parcours. Pourquoi pas? Qui se finit par les boulettes, non? Que j'apprécie particulièrement. La restauration, c'est un élément important, oui. Alors, c'est une transition vers la restauration, pardon, mais on va parler des usages du client. Merci Pierre Villeneuve. Donc, Annabelle Jacquier de McDonald's France, vous voyez, comment est-ce que vous voyez l'évolution du comportement et des attentes du client avec un petit peu de recul, avec tout ce que vous avez mis en place depuis quelques décennies, on pourrait dire. Est-ce que les clients suivent une certaine courbe d'apprentissage des nouveaux outils et services que vous proposez ? Je crois que le client, il vit dans le même monde que nous, grande enseigne. Donc, il vit ou il subit parfois, il s'adapte, il apprend, il invente même des nouveaux usages au travers de toutes les révolutions technologiques qui peuvent arriver. Et donc, ce qui est vrai, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est sans doute aujourd'hui beaucoup plus rapide qu'avant. Nous, on a lancé les kiosques, je le disais, en 2004. Les kiosques, c'est, pardon, les bornes. Les bornes, les kiosques, il y a plusieurs effectivement acronymes. C'est le nom américain de borne, en fait. Ah non, c'est un nom français, puisque c'est les Français qui l'ont inventé. Hein. Oh my God, I'm so sorry. Oui, yes, please. Non, je vais parler anglais maintenant, ça ne va pas le faire. Donc, c'est une initiative franco-française qui maintenant existe dans beaucoup de pays. Mais les pays qui s'y sont mis plus tard, on pensait que très vite, en fait, en mettant les kiosques, ça suffisait pour que les clients viennent passer commande sur le kiosque. Non, ça ne suffit pas. Ça nécessite de toute façon un certain accompagnement pour que l'usage se fasse. Alors, ça se fait sans doute plus vite aujourd'hui qu'avant, mais néanmoins, cet accompagnement, il est nécessaire. Donc, je pense que le client, il intègre les différentes révolutions. Il y a eu le digital, ubérisation, la mondialisation, les réseaux sociaux. Enfin bref, chaque révolution amène des nouvelles innovations et des nouveaux usages. Les standards voyage, pour moi, ça c'est l'autre élément quand même, c'est-à-dire qu'un client vient avec effectivement une attente dont la référence peut être quelque chose qui nous est totalement étranger dans le domaine de la restauration. Il ne va pas forcément comprendre que la relation client ne soit pas du même niveau qu'ailleurs. Donc voilà, les attentes de clients, il faut les regarder de façon effectivement assez vaste. Ne pas s'arrêter à la porte du restaurant ou du magasin, mais effectivement remonter haut et aller loin. Et puis, le dernier élément que je voulais indiquer, pardon, juste un dernier point, c'est qu'il n'y a pas une attente de client. C'est-à-dire que même chaque client a plusieurs attentes. Moi, si je viens pour manger rapidement à midi, ce jour-là, je vais avoir une attente X qui va être très différente de si je viens avec mes enfants en semaine ou si je viens au McCafé, etc. Donc, il faut aussi penser pour chaque individu, et ça d'un point de vue du management et de la qualité de service, c'est très important parce que je ne peux pas dire à un équipier les femmes ont telle attente. Non. Ou les familles ont telle attente. Non. C'est beaucoup plus fin que cela et ça nécessite du coup une intelligence relationnelle, situationnelle assez poussée. On voit effectivement, et j'entends dans vos discours que, vous savez, le grand thème de ce salon cette année, c'est l'expérience client au cœur. En fait, on voit qu'elle s'étend. On voit que les intervenants ici aux plénières prennent en compte l'intégralité d'un parcours et d'une expérience, et pas seulement celle qui va d'un point A à un point B dont on parlait il y a encore quelques années, qui était en l'occurrence l'entrée du restaurant ou du magasin et la sortie, ou alors le moment où je loue mon vélo et le moment où je le remets dans sa station. Alors, Thomas Vallot, vous avez des clients, alors on ne l'imagine pas forcément avant d'échanger avec vous, c'est que vous avez aussi des clients très variés, avec des comportements très différents face à vos offres. Certains sont plus à l'aise que d'autres, alors ça on peut l'imaginer. Vous avez des réguliers, vous avez des occasionnels, vous avez même une clientèle internationale qui est assez importante sur des lieux touristiques. Je pense évidemment à la capitale, à Paris. Et certains ont besoin d'un accompagnement plus ou moins important. Comment est-ce que vous traitez cette diversité? Alors, vous m'aviez indiqué une expression que j'aime beaucoup, qui est l'allègement physique et mental. C'est ce que vous essayez d'alléger effectivement tous vos clients, quel que soit leur profil, leur origine, leurs attentes. Exactement.
Alors le vélo, c'est pas forcément aussi pour aller d'un point A à un point B. Ou alors en tout cas, il y a plusieurs façons d'y aller. Et quand on étudie les motivations liées à la mobilité, on se rend compte qu'il y a différents usages qu'il faut couvrir et effectivement différents types d'utilisateurs. Donc on a les abonnés annuels, qui sont 600 000 aujourd'hui, qui font du Vélib ou du Vélov, enfin du vélo en libre-service de manière quotidienne, très régulière, principalement pour des domiciles, pour des trajets domicile-travail. On peut essayer de faire un sondage dans la salle. Quels sont ceux qui sont abonnés à une formule de vélo type Vélib ou Vélov? On a 4,2% de la salle. C'est pas assez. Je rigole. Non mais alors, et puis on a aussi des utilisateurs occasionnels. Et c'est vrai que la force de notre système, c'est de proposer un accès rapide, pas cher, modique, parce qu'il est financé par la publicité, à des personnes qui ne souhaitent pas forcément s'abonner aujourd'hui, et avec une clientèle internationale très variée. Donc je crois que 18% aujourd'hui de nos utilisateurs occasionnels, je crois que c'est 4 millions d'achats de tickets journaliers ou hebdomadaires que l'on fait chaque année sur Paris, dont 18% qui proviennent de touristes étrangers. Qui parfois ne parlent pas un mot de français, pas un mot d'anglais. La difficulté pour nous, évidemment, c'est de les accompagner sur le premier pas. C'est-à-dire que quand on est abonné Vélib ou Vélov, en général, on le recommande à 95%, en tout cas, des utilisateurs qui le recommandent à leur entourage. Donc ça nous fait des taux de recommandation très élevés. Mais passer le premier pas, passer le stade de l'abonnement est toujours compliqué. Ou passer le stade, tiens, je vais me faire du vélo, c'est pas toujours si simple. Il y a toujours un petit délai ou une petite appréhension. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est pas trop compliqué à utiliser? Est-ce que je vais pas tomber? Est-ce que c'est sécurisé, etc. Donc il y a beaucoup d'appréhensions liées à la pratique du vélo et au vélo en libre-service en particulier. Donc la démarche que nous on a entrepris autour du vélo en libre-service, c'est de créer un système qui soit relativement intuitif, simple d'utilisation et accessible aussi aux étrangers. Donc l'ensemble de nos bornes d'accueil et d'abonnement, aujourd'hui, il y en a à peu près une tous les 300 mètres dans Paris. Donc on ne peut pas y échapper globalement. Il y en a, pareil, c'est le modèle, hein, c'est tous les 300 mètres, tous les 200 mètres dans les villes où on est implanté. Ce sont des bornes interactives, intelligentes, qui vous permettent de contacter un conseiller clientèle depuis la borne. On l'a mis en place depuis 2007 sur Paris, qui sont multilingues, donc disponibles également en langue japonaise, ce qui est important, chinoise, pardon. Ce qui n'est pas simple à mettre en œuvre, malgré tout. Et c'est vrai que notre préoccupation aujourd'hui, c'est comment convertir ces utilisateurs occasionnels à l'abonnement annuel. Et pour ça, on s'appuie aussi beaucoup sur notre communauté d'ambassadeurs. On a un système qui est très communautaire, qui fédère énormément le collectif. Et il n'est pas rare de voir des touristes s'impatienter devant une borne Vélib, en train de se demander comment ça marche. Ils sont aidés par d'autres clients, voilà, ceux qui ont levé la main tout à l'heure. Et se faire aider, évidemment, par d'autres utilisateurs très réguliers qui prennent plaisir en plus à jouer ce rôle d'ambassadeur pour lequel ils ne sont pas payés et qui participent aussi au bien-être, au bien-vivre dans la capitale. On en parlait, on peut faire un lien avec le chat communautaire, hein, le client au service du client, c'est aussi dans cette dimension. Alors Pierre Villeneuve, vis-à-vis de vos clients chez IKEA, vous prenez plus d'autonomie et j'ai compris aussi dans les piliers que vous présentiez tout à l'heure, plus de liberté, et vous entendez liberté comme la liberté d'être accompagné ou de ne pas être accompagné dans son parcours. Alors en préambule, je voudrais revenir à ce qu'a mentionné Annabelle, parce que lorsque je parle de l'expérience client chez IKEA, autant un canapé, notre concurrent direct peut être Conforama, But, enfin en tout cas les enseignes que vous pouvez connaître. Par contre, en termes d'expérience client, notre concurrent n'est pas forcément Conforama, puisqu'il est ou But ou d'autres. Parce qu'il est assez rare qu'au même moment, vous achetiez un canapé chez IKEA ou une cuisine et un canapé ou une cuisine chez un de nos concurrents. Par contre, lorsque vous achetez un canapé chez IKEA, dans le même temps, vous êtes client chez McDonald's, chez Chronodrive, chez Nespresso, chez Apple. Donc, effectivement, vous comparez ces expériences clients. Donc, IKEA a une vision qui est améliorer le quotidien du plus grand nombre. Un moyen pour y arriver, c'est que depuis très longtemps, je le dis toujours un peu en souriant, mais depuis très longtemps, on est dans le collaboratif. Depuis très longtemps, on demande à nos clients de se servir dans nos libres-services, de transporter eux-mêmes leurs produits, de les monter eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on ne veut pas essayer une idée très simple, c'est nous faisons une partie du travail en vous rendant autonome, en simplifiant votre parcours, vous faites une partie du travail et ensemble, on fait des économies. Donc ça, c'est un concept de base qui n'évoluera pas
Par contre, si on souhaite en demander plus à nos clients, il faut que nous-mêmes, nous en fassions plus dans un environnement qui est plus complexe, puisqu'effectivement, les cadeaux sont multiples. Donc, ce n'est pas de rendre le client plus autonome, c'est aller au bout de son autonomie, c'est qu'il ne soit pas obligé d'avoir affaire à un conseiller. Maintenant, s'il le souhaite, on doit être disponible, et encore plus disponible, parce que les exigences augmentent. Par contre, la liberté, c'est la liberté vraiment d'un choix consenti et d'offrir à nos clients toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir en interne. Donc, on a vraiment cette ambition de donner au travers du smartphone du client toutes les fonctionnalités dont il a besoin chez IKEA. Donc, c'est louer un véhicule via une application, demander un créneau prioritaire, réserver un créneau prioritaire au service client, on peut le faire via son téléphone. Bientôt, on pourra réserver un créneau pour le paradis des enfants, un créneau pour un conseiller cuisine, etc., etc. Donc, c'est aller au bout de l'autonomie du client, sachant qu'aujourd'hui, 40%, c'est ce que déclarent nos clients, 60% des clients sont déjà en autonomie complète dans les parcours clients. C'est vrai qu'ils sont producteurs de leurs services, et je sais que Charles Ditandi, qui est dans la salle, qui est le co-auteur d'un livre sur ce sujet du management au marketing des services, a consacré une bonne part de son livre à ce phénomène, effectivement, dont vous êtes un des exemples. Revenons maintenant, essayons de traiter l'enrichissement et l'évolution des offres. Et avec vous, Annabelle Jacquier de McDonald's. Alors, les personnes parisiennes dans la salle ont peut-être oublié que McDonald's, c'est aussi des drives dans de nombreux restaurants. Alors, comment ce service s'enrichit avec le temps? Là, pour le coup, on est dans un parcours dans mobilité. Oui, je crois qu'on a réussi deux choses, McDo en France. On a démocratisé deux concepts qui sont maintenant des évidences. Le burger, puisque là encore, c'est aujourd'hui un produit extrêmement, on va dire, démocratisé. 75% des restaurants ont à leur carte un burger. Et bien sûr, c'est le cas chez McDonald's, c'est le cas dans une brasserie ou c'est le cas dans un restaurant d'un grand chef. Donc ça, c'est notre victoire et c'est très bien ainsi. Le deuxième concept qu'on a démocratisé, c'est celui effectivement du drive. Je le disais, ça semble une évidence, mais c'était quelque chose d'assez en rupture, notamment sur le territoire français. Alors l'avantage quand on est leader, c'est qu'on est leader, donc on a, on va dire, une avance. L'inconvénient, c'est qu'il faut le rester. Donc après avoir démocratisé et pouvoir du coup en tirer les fruits, il faut effectivement continuer à nourrir en innovation. Alors le drive, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, on va dire, principal qui est celui de la fluidité, de la simplicité. Parce qu'évidemment, une des motivations premières quand on est au drive, c'est d'aller vite. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement d'apporter de plus en plus de fluidité sur le parcours du drive. Donc ça passe par des doubles prises de commande, ça passe par la commande en ligne aussi, où maintenant on peut récupérer sa commande en ligne sans avoir à passer par le drive, en se garant sur une place spéciale, et on vient nous apporter à la voiture sa commande. Et puis l'autre enjeu, c'est évidemment la relation, parce que ce n'est pas parce qu'on passe au drive qu'on n'est pas en attente d'une certaine relation. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte de ce qui se passe réellement dans une voiture. Parce que quand on est côté restaurant, on a l'impression que c'est très simple. On rentre dans une file, on passe sa commande, on paye, on récupère son produit. Sauf que ce n'est pas ça qui se passe dans une voiture. Dans une voiture, déjà, il faut que je manœuvre, il faut que je conduise. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais commander. Il faut que je m'assure que les autres personnes qui sont dans la voiture savent ce qu'ils veulent commander. Il faut que je puisse communiquer à la personne qui me demande ce que je souhaite commander. Il faut qu'éventuellement, je puisse répondre aux injonctions des autres personnes dans la voiture qui, tout d'un coup, ont l'idée de commander quelque chose d'autre. Il faut éventuellement même que je modifie ma commande si un produit n'est pas disponible. Ensuite, il faut que j'avance, il faut que je vérifie ma commande, il faut que j'avance au guichet d'après, que je sorte mes moyens de paiement sans faire tomber mon sac, et puis ensuite que je récupère ma commande. Tout ça n'est pas compliqué en soi. Évidemment, chacune de ces actions prises indépendamment l'une de l'autre est même très très simple. C'est juste la multiplication de ces actions dans ce temps réduit qui fait que ça peut devenir complexe. Donc tout l'enjeu, c'est d'accompagner le client par des mots, par un sourire. On a des restaurants qui ont mis en place des initiatives absolument formidables, par exemple, qui mettent quelqu'un à l'accueil
sur la piste Drive pour pouvoir effectivement proposer les nouveaux produits, donner des petites cartes, faire déguster des produits même. On a même un restaurant qui a mis en place des lingettes, pas des rince-doigts, des lingettes hyper qualitatives en disant finalement quand on vient au Drive, parfois c'est pour manger dans sa voiture et on n'a pas pu se laver les mains et on peut sortir du travail par exemple. Et donc ils distribuent des lingettes. Donc un certain nombre d'initiatives qui vont venir fluidifier, simplifier et enrichir la dimension de la relation. Et juste pour faire un pont, le Drive aussi, c'est venez comme vous êtes, parce qu'on a un certain nombre de clients qui ne prennent pas le Drive en voiture, mais qui le prennent avec des vélos ou qui le prennent même à cheval. Le client à cheval, donc dans un Drive. Oui. Et j'ai à propos de services et de questions dans la salle. Alors il y en a une à laquelle que vous devez entendre souvent. À quand la livraison à domicile pour McDonald's ? Vous êtes un fan de la marque qui veut être livré à domicile. Alors il y a certains pays, certaines villes où c'est déjà pratiqué. Je pense à des villes en Asie ou même en Amérique latine, je crois. Nous, en France, on a une vision assez claire en fait, sur le sujet. Ce n'est pas un sujet sur lequel, pour l'instant, on réfléchit et ce n'est pas un sujet sur lequel on va réfléchir. On considère que notre engagement premier, c'est de pouvoir offrir une nourriture de qualité. Et que si je viens vous livrer un produit à votre porte, ce produit doit être de la même qualité que si vous le récupérez dans un restaurant. Or, en fonction du temps que je vais passer à vous livrer ce produit, eh bien, ce produit n'aura pas la même qualité que si vous l'aviez pris dans le restaurant. Et donc, nous, simplement, parce qu'à un moment, nous sommes restaurateurs avant tout, et donc la qualité prime avant le reste, eh bien, pour cette raison-là, nous avons décidé de ne pas travailler sur la livraison à domicile. Pour autant, quand on a 1400 restaurants, oui. On a, on va dire, un maillage, une proximité avec nos clients qui fait que ce n'est pas vraiment un sujet. Merci d'avoir répondu à ces deux questions, puisqu'en fait, deux personnes dans la salle ont posé la même question. Donc, il fallait absolument y répondre. Alors, Thomas Vallot, il y a un phénomène intéressant chez vous. Vous enrichissez le parcours du client, vous enrichissez les clients et vous avez fait un choix. J'ai lu dans la presse hier soir que la RATP avait fait ce choix, c'est-à-dire eh bien, le choix de l'open data. C'est-à-dire de mettre à disposition toutes ces données pour le grand public, et ce qui a conduit chez vous des clients et des développeurs forcément ingénieux à créer des applications pour d'autres clients. Donc vous avez aussi enrichi vos clients en ouvrant vos données. En 2013, alors comme on avait une offre qui n'était pas du tout digitale et qu'il y avait des enjeux évidemment de s'ouvrir à la digitalisation et à la demande des clients, 2013, nous avons été parmi les premières entreprises du secteur privé, effectivement, à ouvrir nos données via une plateforme d'open data. Il y avait une forte demande, malgré tout, de la part des utilisateurs eux-mêmes. Et ça a débouché sur 3 types d'applications qui sont venues... Pardon, quand on dit l'open data, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire vous mettez à disposition toutes les données que vous collectez vous-même disponibles relatives à vos stations. Oui, alors toutes les données liées à la disponibilité des vélos et des stations, avec évidemment les stations en elles-mêmes qui sont géolocalisables. Alors pas toutes les données clients évidemment, hein. Il y a certaines qu'on garde malgré tout pour nous. Mais la mise à disposition de ces données sous forme d'open data a permis de créer des applications, un écosystème de services très, très riche et innovant sur lequel nous, on n'avait pas du tout planché. Et la première vague de services qui a été créée est liée à l'affichage dynamique de la disponibilité des stations sur une cartographie, donc sur son portable, ce qui est l'usage numéro 1 aujourd'hui qu'ont nos clients, c'est de savoir où reposer leur vélo, où aller chercher un vélo. Donc c'était vraiment une demande fonctionnelle de la part des utilisateurs, donc ça a couvert cette demande, ce besoin-là. Donc sans développement de notre part, c'est quand même assez avantageux pour nous, donc on a tiré tous un bénéfice. Du point de vue des usagers, il y a aujourd'hui, je crois, plus d'une vingtaine d'applications qui ont été développées avec chacune leur propre ergonomie, interface utilisateur, qui sont toutes aussi réussies, enfin presque toutes aussi bien réussies les unes que les autres. Et une deuxième vague aujourd'hui d'applications qu'on a vu naître il y a à peu près un an, ce sont des solutions type Citymapper,
qui permettent de chercher le meilleur itinéraire ou le meilleur moyen pour aller d'un point A à un point B. Donc là, on fait de l'optimisation d'itinéraire en combinant l'ensemble des offres de transport disponibles dans la ville. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois qu'on voit apparaître encore un nouveau mode d'utilisation de nos données. C'est la prédictivité ou le data learning, où avec les données qui sont fournies par JC2Co, on est capable, avec l'historique évidemment, en construisant des gros algorithmes, de prédire la disponibilité d'un vélo, d'une place libre sur une station à un moment donné. Alors, c'est des solutions qui ne sont pas encore tout à fait matures, qui s'appuient sur des données qu'on distribue, qui sont des données de temps réel malgré tout, qui ne sont pas encore très efficientes au point de vue opérationnel, au point de vue utilisateur au quotidien, mais sur lesquelles nous, évidemment, on va plancher maintenant pour construire une nouvelle offre dans l'avenir. Voilà encore une expérience qui va impacter les expériences de McDonald's et Mais juste pour et aussi d'IKEA. rebondir au point d'Annabelle, en fait, le Coffee Bike existe chez Vélib, puisqu'on a un partenariat avec le café Vélibexki, et on a inventé le Ride-In. Vous devriez possible. C'est le faire moment un de vous parler. partenariat avec McCafé. On en reparle après. C'est le moment de vous parler. Alors, Pierre Villeneuve, j'aimerais faire avec vous un zoom sur une expérience intéressante que je trouve assez intelligente, qu'on pourrait qualifier de crowd marketing, donc c'est-à-dire un peu sous-traiter le marketing ou faire collaborer les clients au marketing et à l'amélioration de leur expérience. Ça s'appelle donc le Click and Walk. Donc il s'agit de clients qui utilisent leur smartphone dans vos magasins. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette expérience, son utilité et son objectif ? Donc en fait, ça se raccroche à un des piliers qui est ce lien de proximité, d'intimité, de complicité ou de connivence qu'on veut créer avec nos clients. Et on est dans l'esprit du collaboratif. Donc en fait, c'est une expérience qu'on a menée avec Click and Walk, qui est l'entreprise. Donc on est assez fiers puisqu'on était un de ses premiers clients. Mais on est parti très souvent dans l'expérience client d'une problématique extrêmement pragmatique, à savoir que la réalité statistique de nos stocks étaient bonnes, alors que les feedbacks des clients étaient mauvais. Donc la meilleure solution pour comprendre ce qui se passait, c'était de demander à nos clients, un samedi dans chacun de nos magasins, de parcourir les allées du libre-service meuble et de prendre une photo de tous les emplacements vides. Donc on avait la vraie vie, des emplacements vides, géolocalisés, avec une heure, donc c'était incontestable. La réalité du client, c'est-à-dire Click and Walk, qui est votre prestataire, fait appel à une communauté de clients en leur disant mission samedi à 14 h dans tous les IKEA de France, photographier tous les emplacements vides. Et vous récupérez toute la matière. Voilà, exactement. Et donc c'est la réalité vue par les clients. Donc là, c'était la première expérience, c'était du contrôle de basique, en fait. Puis la seconde idée, c'est de mesurer la perception des campagnes marketing. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une offre promotionnelle sur les plantes vertes. Donc on a demandé à cette communauté de prendre dans chacun de nos magasins une photo des mises en avant. Et on a eu des photos sur des plantes artificielles. Donc ça, aucune étude aurait pu nous dire que lorsqu'on fait une campagne plante verte, le client, pour certains en tout cas d'entre eux, plantes artificielles, c'est plantes vertes. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment d'impliquer nos clients pour nous faire remonter leur perception. Donc une des dernières expériences qu'on a menées, on fait dans nos baromètres de satisfaction, on mesure l'atmosphère dans un magasin. Donc elle peut être bonne ou elle est mauvaise, mais c'est quoi la réalité derrière? Donc on a demandé à cette même communauté, lorsque un client a indiqué par exemple atmosphère pas bonne, qu'ils prennent la photo pour qu'ils nous expliquent, pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment une démarche qu'on souhaite pérenniser, vraiment au travers des photos, avoir vraiment la perception du client, ce qui permet de mettre en perspective la réalité statistique. Ouais, c'est une très belle utilisation. On voit que vous considériez déjà le smartphone comme une espèce de télécommande dans le parcours du client vous-même. Et maintenant, vous faites appel à vos clients effectivement avec cet outil pour l'améliorer encore. Et je vais me permettre, avant de vous poser la dernière question dans quelques minutes, de prendre une des questions de la salle qui vous concerne.
à propos du service après-vente. Comment IKEA assure-t-il le suivi de l'expérience Clos dès l'après-vente? Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question. Ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas forcément facile de faire. Ce n'est pas forcément aujourd'hui les outils de mesure organisés dans ce sens-là. C'est lorsque nous résolvons un problème client, donc lorsqu'on clôture un dossier de réclamation, on mesure par un questionnaire, c'est une initiative qu'on met en place actuellement. Donc on mesure par un questionnaire le degré de satisfaction par rapport à la résolution de ce problème. Et ce qu'on remesure 3 mois après, c'est le montant des achats que le client a pu faire. Donc ce qui est clair qu'entre le client qui est satisfait pleinement de sa résolution et celui qui est satisfait un peu moins, on voit une différence d'achat. Ce qui permet de matérialiser vraiment le retour sur investissement du service après-vente. Merci pour cette réponse. Annabelle Jacquier, j'ai 2 questions qui viennent de la salle pour vous avant de vous poser une ultime question. Une sur, est-ce que votre fonction est-elle unique? Votre fonction est-elle spécifique au marché français ou existe-t-elle dans d'autres marchés? La filiale France est-elle en avance ou en retard sur cet aspect selon vous? Et une autre question, comment parvenez-vous à imposer vos évolutions en termes de relations clients alors que vous avez affaire, comme vous l'avez indiqué, à des franchisés qui ont l'indépendance de décision par définition? Donc 1, l'originalité de votre fonction. 2, en fait, le défi d'avoir un réseau de franchisés et de partenaires franchisés. Alors en bonne gauloise, je vais répondre que oui, la France est en avance sur un certain nombre d'aspects. Et donc ma fonction n'est pas spécifique à la France, j'ai des homologues dans d'autres pays, mais on ne travaille pas exactement sur le même modèle. Je vous parlais des kiosques qui ont été inventés en France, enfin mis en place, inventés, mis au point en France en 2004, qui aujourd'hui voyagent de par le monde. Je répondrai à la question suivante qui consiste à dire quelle est du coup la prochaine étape, à quoi ressemble le restaurant du futur. Le restaurant du futur, il est déjà en train d'être développé en France et du coup moi c'est sur cette base-là que je réfléchis, c'est-à-dire que je réfléchis à un restaurant dans lequel j'ai des kiosques, dans lequel je mets en place le service à table, dans lequel j'ai la commande en ligne, dans lequel j'ai cette commande en ligne que je peux venir récupérer sur le drive, et dans lequel j'ai un McCafé, dans lequel j'ai un salad bar, etc. Donc, le cadre de mon travail est forcément un petit peu différent d'un restaurant, par exemple, aux États-Unis, où il n'y a pas de kiosque, par exemple, et où donc la prise de commande ne va pas se faire de la même façon, où la commande en ligne ne va pas non plus exactement fonctionner de la même façon. Voilà. Donc, oui, je travaille aujourd'hui sur le territoire français avec des initiatives qui, derrière, serviront d'autres pays. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Il y a une grande autonomie qui est laissée à chacun des pays pour pouvoir justement être au plus proche des attentes des clients. Parce que quand on se parle d'alimentaire, on sait bien à quel point la culture alimentaire française va être différente au sein même de l'Europe et encore plus quand on s'éloigne. Donc il y a une grande autonomie et donc mon cadre de travail y répond. L'autre aspect qui est l'aspect réseau. Oui. Les franchisés. Alors oui, les franchisés... Alors en fait, on pourrait élargir cette question aux parties prenantes, et ça serait ma dernière question, c'est-à-dire une partie prenante pour vous, c'était les franchisés, et puis l'autre, c'est évidemment les collaborateurs dans ce projet Culture Service. Bon, sachant que pour toucher les collaborateurs, je dois toucher les franchisés, puisque effectivement, moi, je n'emploie pas grand monde. Déjà, à titre personnel, je n'emploie personne à part une nounou. Mais au titre de McDonald's France, on a 20% de nos restaurants qui sont des restaurants compagnie. Tout le reste, effectivement, est tenu en franchise. Donc oui, je dois embarquer avec moi les franchisés. Maintenant, les franchisés sont des réels partenaires, hein, c'est des contrats de long terme. Ils nous accompagnent et ils sont partie prenante dans l'ensemble de la stratégie et puis dans l'ensemble de la mise en place opérationnelle sur ce sujet-là comme sur d'autres. Et donc moi, ma démarche pour les embarquer, elle est très simple, c'est de les intégrer, de m'assurer que le constat que moi je peux faire qui est nous devons réfléchir, améliorer, enrichir la relation avec nos clients et ça va passer par la relation avec vos équipes, eh bien de m'assurer que ce constat-là, il est partagé. Et ensuite de m'assurer que le comment on va y arriver, eh bien ils y adhèrent. Et ensuite, c'est de leur donner les outils. Mais il n'y a aucune raison
qu'un franchisé ne souhaite pas avancer dans cette voie-là parce qu'il a bien conscience que c'est une arme anti-concurrence absolument énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait bien son travail d'un point de vue opérationnel, et ça, il n'a pas toute indépendance pour le faire, ça fait partie évidemment du contrat de base, donc de la rapidité, de la sécurité alimentaire évidemment, d'un certain nombre de prérequis, et bien qu'ensuite la différence, elle se joue avec de la concurrence directe ou avec de la concurrence plus indirecte, comme par exemple rester à la maison ou sortir, aller au cinéma ou aller au restaurant, aller faire ses courses chez Ikea ou venir passer un moment en famille chez McDonald's, et on peut prendre le Vélib pour faire l'un et l'autre. Et bien que la différence, elle va réellement se jouer là. Donc tout son intérêt, c'est plutôt effectivement d'avancer avec nous, d'utiliser les outils. Donc une démarche très participative, collaborative avec les franchisés, comme avec l'ensemble des collaborateurs. J'ai bien compris, et dans un projet qui combine la mobilité, le digital, et qui combine effectivement bien à la fois le monde réel et le digital. Thomas Vallot, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez une communauté active qui vous aime, qui vous pose beaucoup de questions. Alors, malheureusement, on ne pourra pas toutes les prendre. Je vais essayer de transformer les questions en suggestions. Donc, et ça sera le lien avec ma dernière question en fait. Donc, j'imagine il a même indiqué son nom, donc je vais le citer puisqu'il est sur Twitter. Donc c'est Tanguy Vincent qui dit: pourquoi ne pas faire appel à la communauté des utilisateurs pour déclarer des vélos défectueux en station. Ensuite, vous avez cette chance, je vais faire le lien avec ma question, puisque vous avez vos clients, c'est-à-dire les collectivités, vos clients B2B, qui interrogent leurs habitants sur leurs besoins et leurs attentes en mobilité. Donc, je dirais qu'ils poussent même à la co-construction du service. Et je sais que vous allez bientôt proposer une expérience client encore plus profonde, si je puis dire, puisque arrive bientôt pour vous un certain nombre d'échéances aussi. Parlez-nous du futur de la mobilité à vélo et de cet environnement qui vous est favorable. Alors, le vélo, le libre-service de demain ne sera pas un vélo. On m'entend, non? Ah, c'est mieux. Donc, oui, pour bien tweeter ce que vous venez de dire. Donc le vélo du futur ne sera pas un vélo? Oui, voilà, le vélo du futur ne sera pas un vélo, ce sera un service. Ce sera une nouvelle expérience, clairement, qu'on est en train de construire ou co-construire. Alors, pour répondre juste très rapidement à la question Twitter, en réalité, la possibilité de déclarer un vélo défectueux existe déjà. Mais c'est vrai que c'est le bénéfice et l'inconvénient de l'open data, c'est que notre application a peu de notoriété finalement sur les markets, sur les applications, enfin les systèmes de, applications mobiles. Sur les applications mobiles, et que il faut télécharger l'application de JC2Co si on veut déclarer effectivement un vélo défectueux. Et là, il y a un workflow tout à fait automatisé. Et l'information est transmise immédiatement à d'autres services maintenance. Donc Tanguy, si vous êtes là vous avez votre réponse, vous pouvez lever la main, d'ailleurs qu'on vous voit dans le monde réel. Vous êtes là, voilà. Merci beaucoup, vous avez votre réponse. Voir au technicien qui est équipé lui-même d'une tablette PC et qui a en direct l'information qui lui est transmise par le monsieur. Donc le vélo de demain ne sera pas un vélo, ça j'en ai la conviction, l'intime conviction. Ce sera essentiellement un service. Une offre de services enrichie, contextuelle, continue. On essaie de créer une expérience qui soit à la fois multicanal et mémorable, puisque le digital, aujourd'hui, fait défaut à l'offre de vélo à libre-service qu'on a mise en place en 2007. Et ce sera probablement déjà un vélo à assistance électrique, ce qu'on appelle, nous, l'IVLS, qui est moins connoté senior que le vélo à assistance électrique. Donc ce sera un IVLS, probablement, ou un vélo hybride, à la fois électrique ou pas électrique, au choix d'utilisateur, probablement connecté. Et donc, on peut déjà voir toutes les perspectives de services qui peuvent être offertes autour d'un vélo en libre-service connecté à assistance électrique. Et évidemment, et toute la richesse de ce vélo, ce ne sera pas le vélo en lui-même, ce sera l'offre de services qu'on sera à même d'apporter, qui sera pleine de surprises et d'attention par rapport aux clients. Merci beaucoup pour cette... Je peux pas trop en dire. J'ai bien compris. On va répondre à un utilisateur ici dans la salle, pour le coup, de cette plateforme, qui nous disait, contrairement à ce que vous avez dit, le digital n'existait-il pas en 2005? Oui, le digital existait en 2005, mais simplement, je pense qu'on ne s'est pas bien fait comprendre, c'est-à-dire on parlait plutôt de l'usage du smartphone connecté
du téléphone connecté à l'époque, hein, dans une situation de mobilité. Alors Pierre Villeneuve, en conclusion, vos innovations vous inspirent une liste de défis pour la mobilité, vous nous en avez parlé. Le premier, c'est celui des collaborateurs et de leur équipement aussi, en symétrie des équipements, si je puis dire. Et le deuxième, la qualité du réseau et la connectivité. Et pour vous aussi, le troisième, le paiement mobile. Alors c'est pour vous 3 défis, puis aussi des challenges. Des challenges. Oui, parce que la connectivité, enfin la mobilité, on en parle beaucoup. Hein. La mobilité a un préalable ou un prérequis, c'est que c'est la connectivité et donc c'est la qualité des réseaux. Donc on parle beaucoup de Wi-Fi gratuit. Quand on parle de Wi-Fi gratuit, encore faut-il s'entendre sur le débit, le nombre de connexions en même temps, le temps de connexion, ce qui est quelquefois différent. Lorsqu'on parle du 3G indoor, c'est comme une attente des clients de base, pouvoir téléphoner dans un point de vente. C'est toujours pas facile de mettre les différents opérateurs, et encore, ils sont que 4. Donc vous dites que la connectivité n'est pas à la hauteur aujourd'hui des attentes du client et même des collaborateurs. Ne serait-ce qu'on voit la qualité des réseaux 4G, ne serait-ce qu'à Paris, parce qu'on n'est pas encore au top. Quand on parle de paiement mobile, et s'il y a quelqu'un d'Apple dans la salle, ça serait bien, ou des banques, c'est qu'ils se mettent enfin d'accord pour qu'on puisse opérer Apple Pay dans nos magasins en France. Et quand on parle du troisième défi, qui est celui des équipements, c'est un défi auquel on réfléchit chez IKEA, que ce soit aussi facile pour un collaborateur d'utiliser un téléphone que pour un client. C'est-à-dire qu'il y a la symétrie d'attention, il doit y avoir donc la symétrie des équipements, et donc le mieux c'est le mobile, et le NEC plus ultra, c'est d'avoir la même application, aussi bien pour le client que pour le collaborateur. Et on aura bouclé la boucle de la mobilité dans l'expérience client. C'est une très belle conclusion sur la symétrie des attentions. Merci beaucoup pour cette conférence sur l'expérience client mobilité. On peut applaudir nos 3 intervenants. Merci de votre témoignage. Et rendez-vous donc pour la prochaine conférence plénière de stratégie client demain matin. Merci.